je voudrais commencer par dire que, en apparence, parler de l'habitude, c'est de parler de quelque chose de très simple, mais qui, je trouve, se révèle en fait assez dur à bien penser. C'est aussi parler de quelque chose de très courant, de très familier, puisqu'en fait c'est d'une certaine manière le familier même, et en même temps c'est quelque chose d'assez étrange, et même d'un peu étranger à soi. L'habitude, d'une certaine manière, c'est un peu ce que j'essaierai de montrer partout, et en même temps on ne la saisit pas, on ne la voit pas vraiment, elle n'apparaît pas, on s'interroge rarement dessus. Elle ne se voit pas, d'abord. Et elle a là une sorte de phénoménalité un peu particulière et paradoxale, qui est que pour que l'habitude fonctionne, il faut qu'elle disparaisse. Ce qui rappelle au fond un peu cette phénoménalité aussi de l'usuel en général, des outils, des objets techniques, qui doivent disparaître d'une certaine manière dans leur fonctionnement. Mais du même coup, c'est un phénomène qui me paraît négligé dans la vie, et aussi négligé, c'est-à-dire peu analysé finalement par la pensée, par la philosophie, même si un certain nombre d'auteurs en ont quand même parlé de manière approfondie. De manière générale, son importance me paraît inaperçue. Et comme elle est inaperçue, négligée, bien souvent, quand on en parle, au moins dans l'usage ordinaire, dans les discussions courantes, c'est plus souvent pour la dévaloriser, pour la mésestimer, pour en montrer, en dénoncer les multiples travers, sous la forme des tics, des manies, etc. Or, ce que je veux montrer, enfin ma conviction, c'est que les processus d'habituation, dont l'extension est absolument considérable, joue un rôle capital dans la constitution des sujets, des individus, non seulement humains, mais sans doute aussi vivants. Et je voudrais montrer parallèlement qu'il y a une fécondité de son concept, c'est-à-dire que commencer à réfléchir sur l'habitude permet de déplacer un certain nombre de questions, de concepts, de distinctions, d'oppositions conceptuelles qui sont parfois pensées de manière trop figée. Bon. Alors, juste pour dire ce qui m'a amené, moi, à réfléchir sur l'habitude, c'est surtout trois choses. D'abord, la rencontre avec un texte, et même après plusieurs, un texte de Hegel, que j'ai ici, dont je pourrais donner, si vous le souhaitez, les références précises. Un texte de Hegel en partie marginal, puisque c'est une remarque à l'intérieur d'un tout petit paragraphe d'une œuvre immense, mais un texte qui m'a déjà, il y a peut-être une dizaine d'années, vraiment frappé par sa force. Ensuite, ce qui m'a amené à retravailler ce texte, à y réfléchir, c'est Ars Industrialis, et en particulier dans le cadre d'un atelier, d'un groupe de travail, celui des techniques de soi, que j'ai animé, que j'anime toujours plus ou moins, qui a donné lieu à certaines séances à la Colline ou autres. Parce qu'effectivement, dans les techniques de soi, qui sont des sortes d'exercices spirituels ou de discipline du corps et de l'esprit, il y va de la répétition, de la régularité, de l'habituation. Et comme l'a signalé Bernard, j'ai été aussi amené à y réfléchir, à contrario, sous l'angle des addictions, hein, qui peuvent... j'avais développé ça, je ne le ferai pas aujourd'hui, mais dans quelques interventions, qui peuvent être en partie éclairées par une conception de l'habitude, l'addiction étant une pathologie de l'habitude. Pas seulement, sans doute, mais voilà. Donc, et d'ailleurs, ces trois disons, contextes qui m'ont amené à y réfléchir ont à peu près constitué en fait l'ordre de mon intervention. Je vais commencer par analyser un peu les processus d'habitude, en observant notamment, pas très explicitement, mais enfin quand même de Hegel et de quelques autres auteurs. Ensuite, je me focaliserai plutôt sur ce que l'habitude et son analyse peut à nous dire à Ars Industrialis,
c'est-à-dire l'articulation surtout entre habitude, pharmacone, pharmacologie, habitude et organologie. Et puis enfin, je me recentrerai un peu plus précisément sur la question de l'éducation et de l'enseignement en fin d'exposé. Voilà. Donc, cette première partie, avec les auteurs qui sont sous-jacents, sont essentiellement Hegel, Ravesson, qui est un philosophe pas très connu français, à peu près contemporain d'Hegel, qui a écrit un très, très beau traité, très fort, de l'habitude, et puis aussi les analyses de Paul Ricoeur dans Le volontaire et l'involontaire, et enfin certains éléments que j'emprunte aussi à Catherine Malabou, qui est à son livre sur Hegel. Donc, l'habitude, classiquement, on en trouve une première définition chez Aristote, c'est le lexis en grec, c'est une manière d'être ou une disposition acquise permanente. Donc, ça suppose à la fois, pour pouvoir contracter une habitude, ça suppose une aptitude au changement, d'une part, mais aussi et surtout la possibilité de conserver les modifications inhérentes ou issues de ce changement. Donc une certaine, je dirais, historicité. Ce que je veux dire par là, c'est que la pierre a bien une aptitude au changement, mais elle n'est pas changée par son propre mouvement. Et en cela, la pierre n'a pas d'habitude. Mais par contre, on peut dire que d'une manière générale, tout ce qui vit, Ravesson attribue même, parle d'habitude végétale, tout ce qui vit est susceptible d'habitude. À partir de ce sens très large, je crois utile d'abord de distinguer ce qu'on pourrait appeler un peu rapidement les habitudes passives, ou disons passivement acquises, et les habitudes actives sur lesquelles je me focaliserai après. Mais les premières, ces habitudes passivement acquises, conditionnent tout de même la possibilité des secondes. Alors, les habitudes passives, je crois que c'est, au fond, l'effet du temps, de l'expérience, sur le sujet, au sens grammatical du terme, sur le sujet de cette expérience. Donc, chaque individu vivant, en tant qu'il a quelques mémoires, est, au fond, une sorte de donnée initiale, ce qu'on peut appeler l'inné, à quoi s'ajoute une sédimentation du vécu, qui peut, que l'on nomme souvent l'acquis. Bon. Donc, c'est le résultat de formations successives, c'est-à-dire de traces, de cicatrices, de plis, de souvenirs, etc., qui conditionnent ensuite la suite de l'expérience. C'est là qu'il y a conservation. Pour prendre un exemple déjà trop élaboré, mais je prends celui-là quand même, lorsque j'écoute une mélodie pour la deuxième fois, je l'entends sur fond de la première fois. Et donc je ne suis plus celui qui écoutait la première mélodie. Et bien là, on a déjà le début d'une habitude, au sens très très large et passif là pour le moment du terme. C'est-à-dire une modification durable de la perception par sa répétition. Un changement répété qui produit un changement durable. Donc, je l'ai dit, en ce sens extrêmement large, l'habitude n'est pas propre aux hommes, mais concerne l'ensemble du vivant, et elle permet, et même en fait elle entraîne, la transformation du vivant par sa propre activité ou expérience. Et cette transformation interne, qui est à jamais inachevée, au fond pourrait servir à définir le vivant lui-même, ou la vie. Alors, je distinguerai ce fond passif d'habituation des habitudes ou habituations actives. Alors j'entends par là celles qui sont l'objet et le résultat d'un exercice volontaire et réfléchi, soit libre et autonome, c'est-à-dire conduit par le sujet lui-même, soit imposé éventuellement par un agent extérieur. C'est le cas, d'une certaine manière, des situations d'enseignement. Donc l'habitude active, c'est l'acquisition volontaire d'une seconde nature, expression traditionnelle d'ailleurs pour désigner, pour nommer l'habitude, une seconde nature par la répétition méthodique et volontaire d'un geste, c'est-à-dire par un exercice. Et il se trouve que par ce qu'il faut bien peut-être appeler, enfin ce qu'on propose d'appeler pour l'instant la magie de la répétition, ce qui était d'abord
l'objet d'un vouloir, d'un effort conscient, est devenu peu à peu un pouvoir spontané. C'est-à-dire une capacité à résoudre un certain type de problème selon un schéma qui est maintenant devenu disponible. Ça vaut le coup de commenter un petit peu comme le fait Hegel, enfin, l'expression de seconde nature, pour bien comprendre ce qu'elle a de paradoxal et d'intéressant. Par l'habitude, la volonté donc se fait nature, hein, au sens où ce qui était d'abord l'effort de l'esprit devient une spontanéité involontaire du corps. Donc, c'est une nature au sens où c'est une naturalisation de la volonté, une naturalisation de l'esprit, dit Hegel. Mais c'est une seconde nature. Et elle se fait seconde, non pas simplement dans un sens chronologique, parce qu'elle viendrait après, mais dans la mesure où c'est une nature qui est posée par l'esprit, dit Hegel, c'est-à-dire qui est l'œuvre de l'esprit. C'est donc un involontaire qui est l'œuvre du vouloir. Et Hegel dit, c'est certes une naturalisation de l'esprit, mais c'est aussi une spiritualisation de la nature ou de la corporéité. L'esprit pénètre le corps. Donc, l'habitude active peut être définie comme une manière d'être acquise, contractée, qui donne pouvoir au vouloir, qui donne un pouvoir au vouloir. Et le paradoxe, on en aura plusieurs comme cela, et c'est ça qui me paraît intéressant et en même temps difficile dans l'habitude, le paradoxe apparent de ce processus, c'est que l'acquisition de ce pouvoir nouveau, offert au vouloir, passe par l'abolition du vouloir lui-même, qui est justement permise par la répétition. Donc comme si le vouloir se retirait, hein, mais il se retire pour pouvoir ensuite prendre pouvoir. Alors Hegel s'intéresse d'abord aux habitudes, je dirais, motrices, aux habitudes du corps, vraiment. Et dans l'habitude, Hegel montre que le corps, soutient que le corps n'est plus, petit à petit, n'est plus un être hostile et préoccupant, résistant à la pensée et à la volonté, mais qui leur devient comme pénétrable, docile, qui devient en fait leur instrument. Le corps se fait instrument par l'habituation. Hegel détaille un peu dans la simple sensation, c'est-à-dire avant qu'il y ait justement habitude. L'âme est, dit-il, plongée en son contenu si perd, tantôt ceci, tantôt cela m'affecte de manière encore contingente, etc. Au contraire, dans l'habitude, il écrit, je cite, « L'homme ne se rapporte pas à une sensation, représentation, désir, etc., singulier, contingent, mais à lui-même, à une manière universelle de l'agir, qui constitue son individualité et qui est posée par lui-même et lui est devenue propre. » Donc c'est rien moins que la constitution du corps propre qui est en jeu pour Hegel dans l'habituation. Il distingue trois moments, je détaille très rapidement, de l'habitude, qu'il définit dans son ensemble comme le mécanisme du sentiment de soi. J'y reviendrai après. Un premier moment qui est d'insensibilisation à l'égard des excitants externes, ce qu'on pourrait appeler le moment de l'endurcissement. Je m'habitue au froid, je m'habitue à la chaleur, d'accoutumance. Un deuxième moment qui est plutôt d'insensibilisation, qui est encore un moment négatif, d'insensibilisation à l'égard des excitants internes, c'est-à-dire à l'égard essentiellement du désir, par laquelle je conquiers une tenue, une forme de discipline, je peux réfréner mes désirs, attendre, me concentrer patiemment, etc. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que ces premiers moments sont encore négatifs et préparatoires, puisque pour l'instant, il s'agit d'une certaine manière de faire taire le corps, hein, de faire taire le corps, de s'en détacher, de s'en abstraire, de s'en libérer, en le tenant à distance. La gamme, les premières gammes font très mal aux doigts, et petit à petit, on sent plus ses doigts. Et troisième moment, le plus important, celui qui m'intéressera le plus à la fin, bien sûr, c'est, je l'appellerais le moment de l'instrumentation positive. C'est le moment positif et le degré supérieur de l'habitude, par lequel l'esprit s'empare maintenant effectivement et activement de son corps, comme d'un instrument à son service. Donc je disais le pianiste, hein, effectivement, il s'endurcit,
il se discipline, et enfin il s'instrumente, et ses mains deviennent le prolongement de son intention musicale, et en même temps s'articulent de manière étroite avec l'instrument. Je veux dire le piano, là. Alors, je voudrais déjà souligner ce qu'on peut comment dire, récupérer de cette première analyse et qui me paraît intéressant. C'est que l'habitude n'est donc ni bête, ni esclave. C'est-à-dire, j'entends par là, elle n'est ni l'opposé de l'intelligence, ni l'opposé de la volonté. C'est beaucoup plus compliqué. Elle est de la volonté et de l'intelligence abolie, incorporée, comme en réserve, et devenue par là même, en fait, disponible pour de nouveaux actes volontaires, intelligents, réfléchis, etc. Donc les gestes qui étaient d'abord dans l'exercice visés pour eux-mêmes, dans leurs détails, faits avec effort et attention, etc., deviennent peu à peu faciles et quasi spontanés, se constituant ainsi en un nouveau pouvoir, un nouvel organe, désormais mobilisable pour de nouvelles visées et actions, généralement d'ordre supérieur. Donc l'habitude, l'habitude contractée, une fois contractée, c'est donc un involontaire, mais qui est à la fois l'œuvre du vouloir, il en provient, et aussi l'organe du vouloir. C'est son pouvoir. Alors, de manière plus générale, l'acquisition des habitudes actives consiste en un processus d'auto-organisation, d'auto-instrumentation, d'artificialisation de la vie par elle-même et pour elle-même, puisque peu à peu se constitue une sorte d'outillage moteur, de coordination interne non voulue, de plus en plus complexe, car les habitudes vont elles-mêmes s'articuler entre elles. Et à la faveur du temps et de la répétition, elle élargit, ce processus élargit indéfiniment ce qu'on pourrait appeler l'usage irréfléchi du corps. On parle parfois de l'habitude comme sous la métaphore du pli. Et je crois que cette métaphore est un peu trop rigide elle-même, et je préférerais exploiter les ressources de la métaphore du ressort. Alors, je dirais l'habitude est comme un ressort. Pourquoi? Parce que d'une part, elle a le caractère comprimé, contracté, abrégé du ressort. Elle mêle à la fois une forme de souplesse, le ressort n'est pas extensible à l'infini, il a un mouvement relativement déterminé, et en même temps il a une rigidité et une souplesse tout à la fois. Le ressort me paraît une bonne métaphore aussi à cause de la facilité de déclenchement qu'il figure, c'est-à-dire le jaillissement du ressort, la spontanéité disponible, à la manière de l'habitude qui, en principe, répond quand je la convoque, justement, et déploie à ce moment-là son geste ou son enchaînement de gestes. Enfin, elle est un ressort, mais c'est un peu la même idée, en tant qu'elle a une sorte d'énergie réservée, prête à surgir, à se déployer, à se détendre. Enfin, elle est un ressort encore dans un dernier sens, au sens où elle est une ressource, c'est-à-dire qu'elle est un mécanisme caché qui est une forme de pouvoir. Alors, je crois que, pour s'approcher maintenant de thèmes qui nous sont plus directement proches, je crois qu'on peut dire que l'individuation, le devenir sujet, même le devenir vivant déjà, est un processus de formation et de déformation inachevé, inachevable, dans lequel l'habitude joue un rôle fondamental. L'histoire d'un individu vivant, c'est comme celle d'une sorte de cristal qui ne prend jamais tout à fait, qui ne cesse de se former et de se déformer dans les multiples relations qu'il entretient avec son milieu. Et dans ce processus, la plasticité de l'habitude joue, je crois, un rôle essentiel. Alors, plasticité, j'entends par là une possibilité tout à la fois de formation, de fixation de la forme, et aussi une capacité de déformation.
est plastique tout à la fois ce qui peut recevoir une forme, ce qui peut donner forme, et ce qui peut aussi déformer, transformer, réformer, voire faire exploser la forme, le plastique. Or, une habitude, je crois, est en principe plastique. C'est une erreur de penser l'habitude comme quelque chose de figé. L'habitude est en principe plastique, et c'est en cela qu'il ne faut pas la confondre avec un automatisme mécanique. Elle est plastique sous différents plans, ou axes, ou points, ou angles, par sa structure d'abord, par sa structure souple et générale. Ce n'est pas, c'est pas un mouvement déterminé strictement à la manière d'un réflexe. Les habitudes ne sont pas des chaînes de mouvements invariables, mais plutôt des formes souples, des schèmes, qui laissent en principe une marge d'interprétation dans leur effectuation. Elle est souple aussi par ses possibilités d'extension et d'association avec de nouvelles actions, de nouvelles habitudes, comme je le disais tout à l'heure. Elle est souple enfin parce que son déclenchement n'est justement pas automatique, du moins dans son moment initial. Son déclenchement est libre. Une habitude, ça se convoque, hein, ça ne se subit pas, sauf dans des formes dégradées dont je dirai un mot après. Mais dans son principe, le déclenchement est libre et sa reprise est toujours possible. Là aussi, on verra la différence avec l'automatisme du réflexe. Alors, cela dit, bien sûr, plasticité de l'habitude, mais il y a des formes régressives de l'habitude qui sont, en un sens, inéliminables comme menaces, hein, toujours déjà présentes dans toute habitude. Ces formes régressives consistent précisément en une régression de cette plasticité, c'est-à-dire soit, ou souvent les deux à la fois, une rigidification de la structure, le mouvement au lieu d'être un schème souple devient un enchaînement mécaniquement déterminé, et l'automatisme du déclenchement qui n'est plus provoqué ou commandé par le vouloir, mais qui se produit de lui-même sans que je le veuille. Alors on pourrait dire d'une certaine manière que le vieillissement représente assez bien la figure de la rigidification de la structure et que le conditionnement ou le tic, voire l'addiction, ou l'addiction constitue les deux, repose un avis sur les deux, représente assez bien la perte de plasticité dans le déclenchement. Bon. Mais ces tendances régressives qui sont toujours là, sont de nature, je crois, pathologique, au sens où elles constituent des dégradations du mécanisme de l'habitude et non pas sa vérité. Donc, si je tire quelques conséquences beaucoup plus générales de ce que je viens de dire, du concept d'habitude tel que j'ai essayé de l'analyser succinctement, il me semble que son intérêt conceptuel, là, c'est disons, de dialectiser le concept de liberté, de compliquer, de défaire ou de détendre au moins des oppositions qui peuvent être parfois rigidement pensées entre activité, passivité, autonomie, hétéronomie, liberté, nature, vivant, chose, etc. etc. Chez Hegel, je n'ai pas développé cela, mais Hegel fait de l'habitude le fondement, le mécanisme du sentiment de soi, qui précède la conscience, à proprement parler chez Hegel. Mais si l'habitude est le fondement du sentiment de soi, cela veut dire que le soi volontaire et conscient est en fait inséparable d'un fond involontaire et, disons pour l'instant, inconscient. Alors, pourquoi, quel rapport peut-on faire entre cette analyse de l'habitude et certaines des grandes thématiques d'Ars Industrialis? D'abord, je voudrais montrer des liens entre habitude et pharmacone, habitude et pharmacologie. Je dirais que sans être elle-même un pharmacone, l'habitude a tout de même la structure ambivalente du pharmacone. Dans un sens très général, parce qu'elle est une répétition qui produit de la différence, elle est du vif dans du mort et en même temps du mort qui travaille le vif, mais elle est aussi le poison dans le remède et le remède dans le poison. Elle est donc susceptible de rencontrer les problèmes pharmacologiques généraux que sont, enfin en tout cas
oui, les problèmes pharmacologiques généraux que sont les questions de posologie, de fréquence, de durée, d'âge, etc. Et c'était ces problèmes-là que j'avais d'ailleurs un peu développés quand on avait réfléchi sur les techniques de soins, les addictions, etc. À quelles conditions une habitude ne devient pas pathologique. Bien. Donc je dirais qu'il paraît intéressant d'envisager une approche pharmacologique de l'habitude. Et au fond, déjà, on trouve des points de vue qui vont dans ce sens. J'avais déjà cité dans des interventions sur les techniques de soins Sénèque, qui nous prévenait contre l'abus de certaines pratiques, comme par exemple l'écriture et la lecture, où il disait il faut compenser la manie de l'écriture par la manie de la lecture, il faut qu'elles se servent de contrepoison réciproque. Donc une pharmacologie de l'habitude me paraît intéressante, voire nécessaire. Mais je dirais que réciproquement, il peut paraître légitime et nécessaire d'introduire des considérations sur l'habitude à l'intérieur d'une pharmacologie générale. J'y reviendrai un peu après. Deuxième point de rencontre entre la thématique de l'habitude et les concepts d'Ars Industrialis, habitude et organologie. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, l'habitude peut être décrite comme un processus d'auto-organisation et qui intéresse en cela, par principe, une organologie. Les processus de l'habitude sont impliqués au cœur de l'organologie générale, telle qu'elle est définie par Ars Industrialis dans le vocabulaire, je cite, comme une méthode d'analyse conjointe de l'histoire et du devenir des organes physiologiques, des organes artificiels et des organisations sociales. Alors, je dirais que ces quasi-organes, ce sont des quasi-organes, à la fois artificiels et naturels, que sont les habitudes contractées, jouent un rôle essentiel, effectivement, à l'articulation, à l'interface même entre organes physiologiques au sens strict, organes techniques, organisation sociale. Mais peut-être, pour aller plus loin, ou en tout cas pour quitter tout à fait l'analyse, je dirais, psychologique de l'habitude, qui était le point de départ, ce sont les artefacts humains qui peuvent eux-mêmes être conçus comme des habitudes objectivées. C'est-à-dire des structures, des chaînes, des structures enchaînées et disponibles auxquelles il est nécessaire, d'ailleurs, de s'habituer psychophysiquement. Et là, je ferai juste une citation de Paul Ricoeur qui m'a frappé, c'est, à ma connaissance, pas un philosophe de la technique, mais tout de même, j'ai trouvé cette phrase assez forte, parce qu'écrit Ricoeur, « Vivant parmi nos œuvres », et il cite un peu plus loin la route, la porte, le panier, le tiroir, etc. Vivons parmi nos œuvres, qui sont des blocs d'intelligence abolie. C'est cette formule qui m'a frappé. Hein. Vivant parmi nos œuvres, qui sont des blocs d'intelligence abolie, nous y répondons par des conduites qui sont aussi de l'intelligence et de la volonté naturalisées, c'est-à-dire par des habitudes. Donc effectivement, une porte, une serrure et son maniement, je dirais que si on prend ce couple-là, à l'organe extérieur fabriqué qu'est le dispositif technique, doit correspondre l'organe intériorisé, intérieur, lui aussi façonné, qu'est son maniement devenu habituel. Aucun des deux ne peut vraiment être ni se concevoir sans l'autre. Mais il en est de même, mis de côté toutes les différences, mutatis mutandis, il en est de même de la pensée arithmétique euclidienne, par exemple. Telle qu'elle est concentrée, contractée dans un ouvrage, les éléments, dans son rapport à sa compréhension ou son savoir par un sujet vivant. Or, cette compréhension de ce savoir suppose l'acquisition justement d'un grand nombre d'aptitudes, c'est-à-dire d'habitudes intellectuelles sur lesquelles je reviendrai après. Donc, on pourrait être ainsi tenté de soutenir qu'en fait, tous les artefacts, et même presque tous les organes, appellent leurs habitudes comme condition de leur usage et de leur fonctionnement effectif. Et inversement, si l'on y réfléchit, il me semble qu'il n'est guère d'habitude active humaine qui n'implique à des degrés divers des instruments artificiels dans le commerce desquels elles se sont elles-mêmes formées.
Et finalement, l'individuation proprement humaine, en tant que psychique et collective, consiste justement dans cette articulation ou association progressive entre les êtres vivants que nous sommes et ce fond pré-individuel, technique, artefactuel, constitué une sorte de dépôt sédimenté d'habitudes humaines objectivées dans des choses, des poignées de porte, des livres. Enfin, troisième rencontre entre l'habitude et certaines notions d'Arsène Soyalis, habitude et programme. Bernard a plusieurs fois distingué ce qu'il appelle les institutions de programme et les industries de programme. Alors les institutions de programme, dont ne peuvent se passer les êtres vivants que nous sommes, et dont l'école est un cas, sont, je crois, des institutions d'habituation, c'est-à-dire d'individuation psychique et collective, adaptation des individus à la culture humaine et au monde humain. Ou adoption, il faudrait revenir sur cette distinction. Élever un enfant, c'est très largement, si ce n'est essentiellement, l'habituer à se comporter dans, avec, à travers le monde humain déjà là, des artefacts, des règles, des institutions, etc. De telle sorte que ce monde lui devienne comme naturel, quasi naturel, qu'il l'adopte comme son milieu, ouvrir et fermer une porte, tenir une fourchette, parler sa langue maternelle, tenir son stylo pour écrire, compter, raisonner selon l'ordre de la démonstration, etc. Les institutions de programme sont des institutions d'habituation. Mais les industries de programme et le marketing de leur côté ont bien pour objectif et effet aussi de façonner les habitudes individuelles et collectives pour orienter les désirs vers les objets de consommation. Le tube, les playlists passées en boucle, plus largement la standardisation des modes de vie. Et comment le font-elles? Eh bien précisément en agissant au niveau infravolontaire, irréfléchi, qui est tout autant celui des habitudes que de l'inconscient à proprement parler, dans un sens freudien du terme. Donc je dirais que les habitudes humaines sont le théâtre principal du conflit, de ces conflits entre institutions de programme et industries de programme. Alors pour terminer, quelques mots plus précisément sur l'institution de programme, enfin, les institutions de programme chargées d'enseignement, d'éducation d'enseignement. Pour terminer. Donc, éduquer, je prendrai quelques termes, concepts élémentaires de toute situation d'éducation d'enseignement. Éduquer, au sens le plus large du terme, consiste fondamentalement à former une seconde nature, c'est-à-dire à façonner des habitudes. Et l'éducation, dans ce sens extrêmement large, pas plus que l'habitude elle-même, ne sont spécifiquement humaines. Mais ce qu'on peut dire au moins, c'est que chez l'homme, le nombre et la diversité des habitudes à acquérir, ou pouvant l'être, s'étendent démesurément, si ce n'est infiniment. Pour en donner quelques grands types, des habitudes pratiques, des gestes, des savoir-faire, d'abord des gestes élémentaires, mais même des savoir-faire complexes, des habitudes affectives, ce qu'on appelle tout simplement des goûts, des habitudes morales, des savoir-vivre, des coutumes, qui est un autre mot pour habitude, des mœurs, enfin des habitudes intellectuelles, c'est-à-dire des savoirs, des modes de pensée. De son côté, apprendre, côté de l'apprenant, comme on dit maintenant, c'est toujours se familiariser, donc s'habituer à un milieu déjà là. Milieu naturel, milieu humain, de toute façon, c'est un processus de familiarisation. S'y habituer, c'est-à-dire, pour une part, c'est là que les analyses de Hegel restent fécondes, s'y rendre insensible en l'incorporant, en se le rendant aussi familier, disponible et transparent que possible, ce qui, en fait, n'est jamais tout à fait achevé, bien sûr, ni garanti. Apprendre, c'est donc se transformer. Et effectivement, l'éducation, toute éducation, suppose la plasticité de l'éduqué,
qui se manifeste dans sa capacité d'habituation, c'est-à-dire tout à la fois sa capacité à être modifiée, à changer, à s'altérer, et en même temps celle de conserver, au moins temporairement, cette forme nouvelle. Sinon, s'il n'y avait pas la conservation, rien ne pourrait être appris d'issue. Et l'enfant, effectivement, l'enfant, plus il est jeune, peut être pensé comme l'être plastique par excellence. Son corps est, comme dit Spinoza, perpétuellement en équilibre. Il est encore informe ou polymorphe, essentiellement instable, malléable, non encore instrumenté. Alors, du côté du contenu d'une éducation ou d'un enseignement, toute habitude n'est pas un savoir, mais je crois qu'on peut dire que tout savoir acquis, vivre, savoir faire, savoir penser, est une habitude ou le résultat d'une habitude. Savoir, c'est pouvoir mobiliser facilement à volonté, à loisir, une relation, un enchaînement, une association, à titre de composante d'une action, d'un mouvement du corps ou de la pensée. Donc, je le disais tout à l'heure, pour nous, le milieu qui compte, notre milieu propre d'individuation, c'est ce que j'appelle le milieu humain. Ce milieu fait de nos mains, ayant une histoire, se transformant au fur et à mesure que nous l'assimilons. Donc le poisson s'adapte à l'eau, mais ne la transforme pas. Ce qu'il y fait n'y laissera pas trace qui conditionnerait ensuite ce que les poissons d'après pourraient y faire à leur tour. L'homme adopte, et c'est là que la distinction peut être faite, adopte un fond pré-individuel, un milieu, en le prolongeant, en l'infléchissant, en le transformant, par exemple, une langue. Or, c'est ce processus d'adoption qu'a en charge l'éducation au sens large, familiale et scolaire, la poursuite, dirait sans doute Simondon, de la transindividuation. Or, cette poursuite suppose en effet tout à la fois un principe de conservation de l'ancien et un principe de préservation des possibilités de l'avenir, c'est-à-dire cette forme de ressort dont je parlais d'une certaine manière tout à l'heure. Bon, peut-être pour conclure, je ne sais pas si il faut peut-être que je conclue. Peut-être simplement, avant de conclure tout à fait, illustrer ce que je viens de dire par un exemple, qui est l'apprentissage de l'écrit, alors là, à l'école. L'apprentissage de l'écrit et les différents stades et plans d'habituation qu'on peut distinguer dans cet apprentissage, très rapidement. 1. La neutralisation du corps, il faut rester assis à table pour pouvoir écrire. Il faut, là aussi, surmonter les crampes, insensibiliser ses doigts. C'est l'apprentissage du geste même de l'écriture manuelle. Hegel en parle d'ailleurs dans une de ses remarques sur l'habitude. Ensuite, l'apprentissage de la lecture, c'est encore un autre plan. On pourrait dire automatisme du déchiffrage, hein, d'abord, mais plan encore supérieur, qui à mon avis est celui qui compte et qui est visé, qui est l'horizon de l'apprentissage de l'écrit, je dirais apprentissage de la mentalité écrite ou littéraire, c'est-à-dire ce qu'on pourrait aussi dire transformation de la pensée en raison graphique. Dans d'autres points, enfin dans d'autres interventions ou réflexions, en suivant un pédagogue, psychologue russe qui est Vygotsky, j'ai essayé de soutenir en effet avec lui qu'il y a un apprentissage de la raison, et que cet apprentissage de la raison passe par l'apprentissage de l'écriture. Maniement de la structure d'un livre, d'un index, d'un sommaire, etc., conquête des catégories logiques, etc. Tout ça est à l'horizon de la pensée, de la pensée, ce que j'appelle la mentalité écrite ou littéraire. Voilà, ça c'était juste pour illustrer. Alors, pour conclure, et de manière beaucoup trop schématique et embryonnaire, mais il me semble que qu'est-ce qu'on gagne à envisager les enjeux de l'éducation
et plus spécifiquement encore de l'enseignement scolaire, sous l'angle du concept d'habitude, tel que je l'ai analysé plus haut, il me semble que ça pourrait permettre, mais c'était à creuser et à discuter, d'une part de s'opposer à un certain spontanéisme de certaines pensées pédagogiques qui tentent à opposer abstraitement, justement, chez l'enfant, l'attitude de réception passive à celle de construction dite active des savoirs. Et au fond, ce que permet peut-être cette pensée de l'habitude, c'est de mieux réfléchir et analyser l'articulation très complexe que Vygotsky développe de manière très fine, entre développement, disons développement interne, naturel, spontané, entre développement et apprentissage scolaire, au sens où, pour Vygotsky, l'apprentissage scolaire doit assumer pleinement son avance sur le développement et donc son action formatrice sur le développement psychique. Et cela permettrait également peut-être de préciser les détails de cette dynamique de l'apprentissage et de l'acquisition des savoirs, et notamment les cursus disciplinaires et même inter- ou transdisciplinaires tels qu'on pourrait les élaborer. Et puis, cela permet aussi peut-être de décrire la situation d'enseignement sous un jour un peu nouveau, où au fond, la situation de l'enseignement scolaire, c'est celle d'une acquisition active et volontaire de certains pouvoirs-faire par imitation, sous la direction et avec la collaboration d'autres hommes déjà habitués, donc déjà sachants, disons des maîtres, et tout ceci toujours au contact d'objets humains, d'artefacts, d'objets de la culture, là principalement, qui sont eux-mêmes des sortes d'habitudes concrétisées, comme je le proposais tout à l'heure. Voilà, je m'arrêterai là. Merci.